This is the mesh. It is everywhere. Some say it can't be defeated. But what if we cracked it open? Would we be nature defending itself? Climate Games, the world's largest disobedient action-adventure game. In Paris, across cyberspace, and beyond. Your objective, to join the global movements, swarming to shift the game against profit, in favor of life. We are not fighting for nature. We are nature, defending itself. Voilà, c'était la bande-annonce donc de ce projet dont on va parler qui s'appelle climategames.net. Dernier plateau avec Jade Lingard à côté de moi. Quel imaginaire pour le changement climatique? Jade, quels sont nos derniers invités? Alors nos invités sont Émilie H. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous avez notamment dirigé un ouvrage dont nous allons sans doute parler qui s'appelle « De l'univers clos au monde infini ». Nous avons également Christophe Bonneuil. Bonsoir, vous êtes historien. Vous dirigez une collection au Seuil sur l'Anthropocène, une notion dont nous allons discuter. Vous avez coécrit l'événement Anthropocène avec Jean-Baptiste Fressoz il y a quelques années, un ouvrage aussi qui a eu pas mal de résonance et qui a un peu diffusé en France cette notion mystérieuse, peut-être, d'Anthropocène. Et enfin, Jordan. Bonsoir, vous êtes artiste, vous êtes activiste. Vous faites partie donc de ces personnes qui promeuvent et développent ces climate games, ces jeux climatiques. Est-ce que vous pouvez déjà dire en 2 mots de quoi il s'agit? En 2 mots, c'est difficile, mais en fait, c'est un outil qui mélange la rue et l'Internet, qui en fait crée un espace pour faire des actions non violentes de désobéissance partout dans le monde, et où on utilise des smartphones, des téléphones, pour avoir une cartographie de résistance qui est live, pour voir où les cibles des actions sont, où les actions prennent place, et aussi l'équipe bleue qui est toujours là et va être là de plus en plus, qui est les flics, les autorités, etc. Et c'est fait dans une manière de jeu avec des prix, etc. Alors, c'est un jeu, on comprend bien. En même temps, il y a un univers un peu guerrier, semble-t-il, non, dans ce jeu? Guerrier, moi je vois pas tellement le guerrier. Bon, en fait, il faut être honnête. Là, on est dans une guerre où le capitalisme est en guerre contre la vie. Il faut pas se leurrer que on va avoir un mouvement qui va changer la conscience du grand public et les grands pétroliers, les gouvernements vont dire « Ah ouais, vous avez raison ». Vous gardez les 80% des fossiles dans la terre. Ah, vous avez raison. On va arrêter de faire du profit là-dessus. Mais bien sûr que non. On doit faire l'action directe, non violente. On doit mettre nos corps contre les machines pour arrêter ce désastre contre la vie. Si on était comme... moi, je pense que c'est utile de voir les leçons historiques, notamment des mouvements civils, pour les droits civils aux États-Unis. Droits civiques. Droits civiques aux États-Unis, par exemple. Là, les militants noirs ne pensaient pas qu'ils allaient, avec l'éducation populaire, changer les avis des Blancs pour que les Blancs deviennent moins racistes. Ils savaient qu'ils devaient trouver le levier économique pour faire un changement. Et le levier économique, à ce moment-là, c'était les bus. Ils ont boycotté les bus et enfin, c'était les chefs des business qui téléphonaient les politiques en disant « on ne peut plus faire business, il faut changer la loi ». Et avec le désastre climaticide, il faut faire la même chose. Il faut regarder les leviers, qui sont les pétroliers, etc. Et il faut créer des actions où ils perdent l'argent. C'est simple. Et il faut raconter des histoires. Ce qu'on voit bien dans ce projet de jeu et ce qu'on commence à entendre dans ce que vous décrivez, c'est que ce n'est pas simplement un enjeu de lutte et de rapport de force, c'est aussi proposer une autre histoire. Comment on décrit différemment le monde dans lequel on vit?
Ben, carrément, il y a assez, on sait bien que le système utilise la peur tout le temps pour nous sidérer. On voit dans l'état d'urgence, l'outil, l'arme principale de l'État, c'est la peur. Et le climat elle-même, c'est un enjeu qui nous fait peur énormément. Et la peur ne mobilise jamais. Alors pour nous, c'est hyper important d'avoir des formes d'action qui donnent le plaisir, qui vraiment donne envie de faire l'action directe non violente, qui n'est pas dans un imaginaire gauchiste de sacrifice, qu'il faut se sacrifier, qu'en fait on peut faire des formes de désobéissance qui en fait sont comme un jeu en fait. Émilie H, je disais, vous êtes philosophe et vous avez beaucoup réfléchi et commencé à publier sur cette question spécifique de l'imaginaire, c'est-à-dire de considérer finalement que le changement climatique, ce n'est pas qu'une question de système économique, de système énergétique, toutes les discussions que nous avons eues précédemment ce soir, mais que c'est aussi une histoire de comment on se raconte la manière dont on vit. Pourquoi c'est important et qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces histoires ? Eh ben, je reprendrai, je suivrai le fil que vous avez commencé, parce que c'est exactement par cette prise-là en fait, que je suis arrivée à cette question d'imaginaire, à savoir comment on fait pour avoir une prise différente sur ce dérèglement climatique, comment on fait pour raconter comment on en est arrivé là et comment on peut s'en sortir, autrement qu'en passant par cette vieille histoire du progrès, comment on fait aussi pour sortir d'une autre forme d'histoire qui est pas dominante, mais très importante aussi, qui serait juste une sorte d'inverse, qui serait une histoire apocalyptique. Comment on fait pour avoir des prises qui nous permettent de continuer et il me semble qu'une des prises que l'on peut avoir, c'est précisément de raconter des histoires, qui peut sembler anecdotique dans un certain sens, mais je ne crois pas du tout au contraire, dans le sens où c'est ce qu'on fait tous, c'est ce que vous faites en tant que journaliste, c'est ce qu'on fait tous en tant que sciences humaines quand on essaye de décrire le monde, c'est ce que font même les sciences dures quand ils essayent de décrire le monde naturel. Et c'est une façon de sortir simplement aussi de la posture critique ou de la prise critique, qui est absolument essentielle, mais qui n'a jamais changé par elle-même et à elle seule le monde dans lequel on est. Et il me semble que le fait d'essayer d'insister plus spécifiquement sur la prise inventive ou créatrice est peut-être une des façons qui pourrait évidemment avoir des conséquences sur la façon dont on va prendre d'autres décisions si on n'étouffe plus simplement dans des imaginaires qui sont des vieilles histoires dans lesquelles on est depuis tellement longtemps. Parce que vous, par exemple, vous travaillez notamment sur la science-fiction féministe. Quel est le lien entre ces livres et ce dont on parle maintenant, l'imaginaire du dérèglement climatique? Alors, je travaille encore plus spécifiquement sur la science-fiction écoféministe, qui est encore une plus petite niche. Le lien, il est Qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? C'est une prise qui va, pour le dire très simplement, il y aurait plein de façons d'y rentrer, mais enfin, c'est une prise féministe sur les questions d'écologie. Voilà, qui voudrait apporter sa dimension féministe à la question écologique. Et ce qui m'a intéressée dans ces textes de science-fiction écoféministes, donc, c'était que, contrairement à une très large partie de la science-fiction climatique, la cli-fi, comme je crois que c'est un genre maintenant, notamment dans le monde anglo-saxon, elle ne s'intéresse pas uniquement à avoir justement des avenirs désastreux, des avenirs apocalyptiques, mais s'intéresse tout spécifiquement à essayer, on va dire, de raconter cet effondrement, de raconter ce qui est en train de nous arriver, qui est absolument sombre, mais à l'intérieur de ça, d'avoir des prises pour fabriquer de l'espoir, pour le dire de cette manière-là. Et ce n'est pas du tout anecdotique si effectivement on ne fait pas partie de ceux qui pensent qu'ils ne seront pas concernés, si on ne fait pas partie de ceux qui ont l'impression qu'il ne se passe pas déjà quelque chose. Et c'est une façon parmi d'autres, ce n'est pas le seul lieu, mais c'est un des lieux qui me semble aujourd'hui les plus intéressants à aller voir dans la façon dont on peut essayer, encore une fois, de raconter, d'inventer pour nous, pour nos enfants, des avenirs qui seraient, certes, qui prennent totalement en compte la situation dans laquelle on est, et pour autant qui cherchent à ne pas désespérer totalement. Parce que c'est l'idée de se libérer un peu de ce que décrivait Frédéric tout à l'heure, de cet imaginaire XXe siècle. Tout à fait. Oui. Ouais. De la propriété individuelle, de plus de pouvoir d'achat, de ces résidences pavillonnaires. C'est l'idée du coup d'imaginer d'autres mondes radicalement différents pour avoir des objets de désir finalement.
Enfin, lesquels d'autres aller dans mondes. En cet tout cas, effort-là. les textes de science-fiction écoféministes sont vraiment bien ancrés dans le nôtre. Ils sont même étonnamment proches du nôtre. C'est une Californie en état de chaos qui a été totalement privatisée par une multinationale. Voilà, c'est ce genre et qui se passe en 2035 ou 2058, c'est-à-dire demain, la semaine prochaine, dans 3 ans. Et au milieu de ce désastre, qui est le nôtre, enfin, qui est un désastre totalement lié au dérèglement climatique, voilà, trouver des façons à l'intérieur de ça de commencer à tisser d'autres histoires. Et ça passe notamment peut-être par le fait d'imaginer déjà, de commencer l'histoire, avec les générations qui suivent. Des générations pour qui ce monde est déjà terminé, le monde de leurs parents, le nôtre, est déjà terminé, en ont pris acte, mais pour autant ont envie de construire un autre monde. Alors, Christophe Bonneuil, vous, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes historien et vous avez participé à la discussion autour d'une idée, qui est cette idée d'anthropocène. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça veut dire anthropocène et pourquoi est-ce que cette idée vous semble intéressante à discuter aujourd'hui dans notre contexte de changement climatique? En fait, depuis les années 80, les scientifiques, dans le panel d'experts de l'ONU, le GIEC, ont commencé à se dire qu'on pense que la responsabilité humaine dans le changement climatique est à une certitude de 66%, de 80%. Aujourd'hui, on est à 95%. Finalement, l'idée de l'anthropocène, c'est la même chose généralisée à toutes les autres dimensions de notre planète. C'est-à-dire qu'aussi la crise d'extinction de la biodiversité, également des transformations du cycle de l'eau, du cycle de l'azote, toute une série de paramètres de notre planète sont profondément bouleversés par les activités humaines, au point qu'on est sorti de ce qui était l'Holocène, c'est-à-dire les 12 000 dernières années, et on est en train d'aller vers une autre période. Après, comment on l'appelle et est-ce que le mot anthropocène n'est pas piégé? Et ça nous amène justement à la question des récits, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le récit dominant de la crise écologique qu'on retrouve dans les récits institutionnels de l'anthropocène? C'est avant, nous, l'espèce humaine, sans faire exprès, on a abîmé la planète depuis 70 ans, depuis 2 siècles. Il y a des discussions là-dessus. Quand est-ce qu'on fait commencer l'anthropocène? On a fait ça sans faire exprès, mais aujourd'hui, la science est là, elle nous dit qu'il y a un problème, et donc tout l'enjeu, c'est un enjeu de prise de conscience. Raconter la crise écologiste comme ça, c'est profondément dépolitisant. Et pourquoi ? C'est d'une part faire croire qu'avant, on ne savait pas, donc les sociétés du passé étaient inconscientes, elles n'étaient pas réflexives. Les historiens ont montré que c'est totalement faux. Il y a des débats sur le changement climatique global autour de 1800. Ça se joue plutôt autour du cycle de l'eau et de la déforestation que du carbone. C'est avec la meilleure science de l'époque. Évidemment, ce n'est pas les mêmes débats qu'aujourd'hui. Il y a énormément de débats sur des questions de santé environnementale au XIXe siècle. À Manchester, première ville industrielle du monde, où le soleil arrive à peine et les enfants sont rachitiques. Il y a toute une série de débats, d'alertes scientifiques, de luttes, et donc de faire comme si on n'avait pas fait exprès est une façon d'oublier tous ces débats, toutes ces luttes, et de donner l'impression que c'est seulement aujourd'hui que des experts viennent nous éclairer, nous, la société civile, qui n'avions rien vu. Et donc, ils arrivent en même temps qu'ils nous éclairent avec des solutions technologiques pour résoudre le problème. Du coup, la crise, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, devient une question d'experts en gommant complètement la capacité des mouvements sociaux, des mouvements citoyens à prendre conscience des problèmes, à poser des actes, à porter des alternatives, à porter des luttes. Et donc, ça pose la question, ce récit dominant, finalement, de qui veut-on hériter ? Si on a une histoire plus complexe de cette crise écologique, on peut essayer d'apprendre à hériter des mouvements villageois qui luttaient contre l'appropriation privée des forêts autour de 1800, des luddites qui luttaient contre le côté aliénant du travail industriel, qui faisaient des produits de mauvaise qualité et qui défendaient des produits durables. On peut hériter de mouvements féministes de la fin du 19e qui déclarent la grève des ventres
parce qu'ils ne veulent plus fabriquer de futurs prolétaires qui vont mettre au chômage les autres ou de futurs soldats dans les guerres impérialistes. On peut hériter des syndicalistes américains des années 30 qui revendiquaient de travailler moins pour gagner moins, qui voulaient répondre à la crise de 29 en diminuant le temps de travail. Voilà, toutes ces initiatives, ces luttes existent dans le passé. Et on a beaucoup à apprendre pour renouveler notre façon de penser le présent dans la richesse de ces mouvements. Et donc, ça nous donne d'autres récits de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, de à cause de qui ça s'est passé. Cette question du passé, vous faites remonter quelque part par ce que vous venez de dire, cette richesse d'un passé peut-être méprisé ou mis de côté, mais en tout cas vous essayez de le réactiver. Mais quand même, il y a autre chose dans le dérèglement climatique, et il y a cette question du futur. Et la question de l'avenir, c'est vers quel avenir allons-nous, vers quelle planète sommes-nous en train de fabriquer finalement par nos activités. Et cette perspective-là, elle est quand même très effrayante. C'est l'idée d'un dérèglement climatique, l'idée d'une anthropocène, d'une modification fondamentale des conditions de vie sur Terre. C'est quelque chose de très anxiogène, qui laisse penser, qui laisse imaginer en tout cas un avenir de désastre. Par rapport à ça, comment vous réagissez? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes du côté de ceux, comme par exemple l'activiste américaine Starhawk, qui disent, en fait, il faut apprendre à ne plus avoir peur de ce qui fait peur, il faut rêver l'obscur, il faut apprivoiser l'obscur et ainsi s'acclimater quelque part? Ou est-ce que vous dites non, en fait, il faudrait au contraire essayer de développer des imaginaires plus constructifs, plus joyeux, pour donner envie finalement d'aller vers autre chose que l'état dans lequel nous sommes? John ou Émilie? Pour moi, je pense qu'il faut, il faut qu'on ait vraiment très réaliste, qui nous donne énormément de peur, de voir que chaque jour, il y a 200 espèces qui sont poussées à l'extinction par le capitalisme, de voir que les océans sont en train de mourir, de voir tout ça, la réalité du truc, et de trouver des formes d'action qui peuvent vraiment créer une différence là-dessus. Mais de le regarder en face et de ne pas se leurrer, parce que je pense que beaucoup des ONG qui travaillent là-dessus, sur les questions écologiques, ils ont la réalité des trucs, mais en fait, les actions qu'ils mettent en place, tu vois, est-ce qu'on peut arrêter l'extinction des espèces par un Twitter storm? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut arrêter la mort des océans en signant un truc sur l'Internet? Bien sûr que non. Et je pense qu'il faut le regarder, mais dépasser et se voir, mais ça, c'est aussi une opportunité de changer l'imaginaire de ce qui est possible et de changer la façon dont on vit. Et de créer un autre système, qui est un système qui va de toute façon être un système qui est mieux pour nous et mieux pour la planète. Alors c'est vraiment un dialectique entre regarder la réalité et en même temps pouvoir voir qu'en fait c'est une opportunité de tout changer. Comme Naomi Klein dit dans ton livre, « This changes everything », ceci change tout. Et en fait, comme militant, c'est hyper difficile d'avoir ces deux en même temps, de voir la réalité et de voir qu'il faut avoir des formes d'action qui sont à l'envergure du problème. C'est pas évident, mais... Je rajouterais juste que par rapport à la question que vous posiez, je n'opposerai pas en fait les deux. Je pense que c'est important au contraire de tenir les deux ensemble, un petit peu dans ce sens-là, à savoir, pour reprendre ce que disait John Jordan, à savoir en effet prendre la mesure aussi de la peur que provoque, de la peur mais aussi de la tristesse que peut provoquer le dérèglement climatique en cours, la tristesse pour voilà, toutes les violences, toutes les morts et tout le monde qui est en train de disparaître. Il y a une partie de ce monde qu'on aimait quand même, enfin, dans lequel on est, et que c'est à partir, enfin, je reprenais l'expression que vous empruntiez à Starhawk, qui est une des écoféministes activistes américaines auxquelles je m'intéresse, qui, quand elle parle de rêver l'obscur, c'est exactement ça, c'est aller chercher d'une certaine manière dans cette tristesse et cette peur, les moyens d'action collectifs pour pouvoir y répondre et fabriquer de l'espoir. Et c'est pas soit d'un côté en essayant de mettre trop à distance, voire en déniant cette dimension-là, comme on peut malheureusement souvent le voir fait aussi bien dans l'académie que dans certains journaux mainstream que au niveau politique.
que dans l'autre sens, au contraire, c'est à partir de là que si jamais on accepte collectivement peut-être, beaucoup plus qu'on ne le fait généralement, beaucoup plus qu'on a l'habitude généralement de le faire, de prendre en compte cette dimension extrêmement sombre du dérèglement climatique, qu'on peut peut-être espérer à ce moment-là commencer à raconter d'autres histoires. Il y a une très belle formule, je voulais juste dire ça d'une autre féministe que j'aime beaucoup, Haraway, qui travaille sur ces questions-là aussi, et qui disait que justement en temps d'urgence, et je reprendrai l'expression qu'on prenait ce soir, d'urgence climatique, il faut penser. Et que là, penser aujourd'hui, ça veut dire changer l'histoire. Christophe Bonneuil. Je crois qu'il y a un deuil effectivement à faire, que ne pas le faire, ce serait être dans le déni. Ce deuil, c'est une certaine idée du progrès, une certaine conception selon laquelle on va aller toujours vers une croissance continue, indéfinie, alors qu'on est rappelé à une réalité par la finitude de notre planète. Finalement, tout l'imaginaire émancipateur de la gauche a été une vision de la liberté comme un arrachement. On sort de la nature, on s'arrache, et aller vers le progrès, aller vers l'histoire, aller vers la liberté, c'est forcément s'arracher, être émancipé de tout déterminisme naturel. Et quelque part, c'est cet imaginaire-là de la liberté, de ce que c'est que des conquêtes du droit humain, de ce que c'est que la démocratie, qu'il faut émanciper de cette idée d'arrachement pour réinventer des imaginaires du lien, de la vulnérabilité, des formes de solidarité qui ne reposent pas par la promesse finalement, par le fait d'acheter la paix sociale par un agrandissement du gâteau. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait dans les pays riches qui ont dominé le système monde capitaliste depuis 2 siècles? On a acheté la paix sociale auprès des couches les plus pauvres et travailleuses par une croissance qui s'est faite par des prédations, un endettement écologique vis-à-vis du reste du monde et qui a permis de maintenir un compromis social chez nous, ce qu'on appelle le compromis formiste pour le XXe, ou alors aux États-Unis où Vert disait dans les années 20, un ouvrier qui est propriétaire de sa maison, c'est tout le modèle de la suburbanisation, ne peut pas être un communiste. Donc c'est un projet politique, la croissance et l'imaginaire de la croissance indéfinie, c'est un projet qui a servi à acheter la paix sociale. Aujourd'hui, finalement, la question dans une planète finie, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre comme imaginaire émancipateur, comme autre, et ça nous oblige à repenser l'égalité. On n'est plus dans un gâteau qui s'agrandit, et donc la question de l'égalité se repose. On le voit bien avec le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes depuis 1913 et depuis 1789. Et donc du coup, ça devient très intéressant de se mettre, qu'est-ce que peut être des façons de repenser le partage dans un gâteau qui ne s'agrandit plus. Merci beaucoup à tous les trois. Et merci beaucoup à Jade d'avoir animé ces 2 heures avec moi, 2 heures d'état d'urgence, mais un état d'urgence climatique. Il me reste à vous dire que donc l'offre tout aussi exceptionnelle de ce soir, c'est 25 € d'abonnement à Mediapart pour 4 mois. Et il y aura cette revue que je montre depuis tout à l'heure, Terra Eco. Donc tous les gens qui s'abonnent à Mediapart ce soir seront aussi abonnés à Terra Eco pendant 2 mois. Que ça soit le print, comme on dit maintenant, ou le numérique. Et puis, il y a des événements qui vont arriver très vite. Ça sera juste après le début, d'ailleurs, de la COP21 à Paris. Ça sera mercredi prochain, mercredi 2 décembre. Ça, je crois qu'on l'a encore jamais fait. Il y aura une représentation théâtrale en direct sur Mediapart qui sera au TNP à Villeurbanne, très grand théâtre dirigé par Christian Scaretti. Et Christian Scaretti met en scène la dernière pièce de Michel Vénavert. Quel rapport avec Mediapart? Vous allez vite comprendre. Ça s'appelle Bettencourt Boulevard. Et donc, il y est question, peut-être à partir de matériaux qui sont partis d'ici, d'une pièce de boulevard sur une vieille dame qui a beaucoup d'argent et beaucoup de monde autour d'elle. Et c'est de le croquer, cet argent. Bettencourt Boulevard, c'est le mercredi 2 à 19h30, donc en direct sur Mediapart. Et puis avec Jade, on se retrouvera le dimanche du premier tour des régionales. Ça sera donc le dimanche 6 décembre, avec une invitée dont vous venez de parler d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Naomi Klein, qui sera en France et qui sera en direct de Mediapart avec nous à partir de 18h, le dimanche 6.
Et puis évidemment, il y a des régionales, donc le dimanche 6. Et donc Naomi Klein sera suivie par ce qu'on appelle une soirée électorale à la télévision. Portez-vous bien, à bientôt.